Bien, eh bien, je crois que nous allons commencer, mon cher Giovanni. Alors, je crois que selon le rituel de ces Spring Talks, je dirai quelques mots de présentation très, très générale de ton travail, après quoi c'est toi qui interviendras. D'abord, comme tu me l'as dit, je crois, sous la forme d'une introduction, elle aussi assez générale, et puis ensuite on entrera peut-être là dans une partie plus dialogique sur la présentation et l'analyse d'un petit nombre de tableaux, puisque tu travailles toujours sur de petits nombres de tableaux très dont l'étude s'approfondit, donc ce sera ainsi à l'image de ton travail. Alors, pour te présenter très, très généralement, je suis bien placé pour le faire à la mesure où Giovanni et moi nous connaissons depuis très longtemps, depuis plus de 30 ans, mais en même temps, c'est évidemment de ce point de vue-là pour moi une perspective subjective, affective même, et donc j'espère qu'après cette séance, d'autres interventions, d'autres questions permettront d'élargir aussi le dialogue. Commençons donc. Alors, je dirais pour présenter le travail de Giovanni d'une manière très, très brutale et sommaire, je dirais il s'est concentré depuis ses premiers travaux euh, sur ce qu'on pourrait appeler la place de l'image dans le système des arts visuels à l'époque moderne. Autrement dit, comment est-ce que l'image peut participer d'une situation dévotionnelle, alors même qu'elle n'est plus en tant que telle, dans tout ce qui suit les grands réaménagements dogmatiques qui suivent le Concile de Trente, elle n'est plus nimbée en tant que telle d'une aura iconique et par conséquent recharge ses réserves dévotionnelles dans l'environnement dans lequel elle se situe et en particulier entre les différents environnements entre lesquels elle se situe. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles, comme je le dirai dans un instant, Giovanni a vraiment défini très, très tôt ce qu'il a appelé le montage des arts. Et ce montage des arts, c'était à l'intérieur de quoi l'image trouvait sa place et finalement recharger en quelque sorte cette aura de sacralité qu'elle avait perdue puisqu'elle n'était plus en tant que telle investie d'une puissance divine comme elle l'avait été longtemps dans l'histoire, dans la longue histoire de l'image chrétienne, puisque c'est à l'image chrétienne qu'il a consacré l'essentiel de ses travaux. Alors, je m'empresse de dire, de préciser que, et c'est la raison pour laquelle il va intervenir, amorcer sa présentation par une définition de ce qu'il appelle l'objet théorique, parce que là, je viens de situer son travail dans une perspective très historique, mais c'est en même temps une perspective qui permet des approches dans d'autres périodes, en particulier faire éventuellement des retours sur des moments antérieurs, hein, dans les longs moments médiévaux en particulier. Et c'est pour ça que Giovanni parle d'objets théoriques, pas seulement historiques. Et de ce point de vue-là, il s'inscrit dans le sillage de notre maître commun, Louis Marin, qui était tout à la fois un spécialiste du signe, de l'histoire de la représentation et des signes au XVIIe siècle, mais qui en même temps en faisait un instrument pour l'exploration d'autres périodes, et en particulier, par exemple, pour citer des exemples célèbres, dans les annonciations toscanes du Quattrocento. Alors voilà comment on pourrait définir son programme de travail, disons, d'une manière extrêmement générale. Alors pour redonner quelques jalons, et en particulier ses principaux livres, qui sont toujours des livres très travaillés, très, très médité. Le premier livre qu'il a fait connaître s'appelait donc Envol d'amour, Le Bernin, Montage des arts et dévotion baroque, dans lequel, en travaillant intensivement sur un petit nombre de chapelles romaines du XVIIe siècle, il montrait comment, entre architecture, peinture, sculpture, s'organisait quelque chose comme la suggestion, l'emplacement, la disposition pour un investissement dévotionnel du spectateur de ces images.
À la suite de quoi, après ce premier livre, alors il en a fait un second qui était presque un paradoxe, puisque on n'était a priori pas dans un rapport entre les arts, un montage entre les arts visuels, mais on était plus spécifiquement dans le rapport entre une œuvre géante, la Jérusalem délivrée du Tasse, et puis l'histoire de son iconographie. Mais en même temps, ce en quoi le livre était une sorte de prouesse méthodologique, c'est qu'en réalité, il faisait un travail qui était un travail entre les images inspirées ou habitées par ce monumental ouvrage du Tasse. Et donc, il aménageait quelque chose comme une circulation entre les images, autonome d'une certaine manière, partiellement, par rapport à leur référence au texte. Et comme je vais y venir pour finir cette brève présentation, c'est un trait, je crois, dominant de son travail. Et il poursuivait en même temps ce qu'on peut appeler le montage des arts, puisqu'il s'intéressait non pas seulement aux peintures inspirées par le Tasse, mais aussi évidemment au théâtre, aux danses, à l'ensemble des formes artistiques auxquelles cet ouvrage poétique du Tasse a donné lieu dans l'histoire de l'Europe moderne. Puis, plus récemment, en 2014, il a publié un livre qui s'appelait La torpeur des ancêtres, juifs et chrétiens dans la chapelle Sixtine, alors dont je ne dirai presque rien parce qu'on pourrait en parler pendant des heures, mais sauf pour dire qu'il approfondit là ce qui entretient chez lui des rapports toujours cordiaux, mais parfois complexes avec les historiens de l'art, parce qu'il travaille dans des chaînes d'images, dans des enchevêtrements d'images, et en particulier, il fait des images les sources pour d'autres images. Il constitue les images comme archives pour d'autres images, sans cette référence à l'archive textuelle, à la source écrite, qui est souvent, en quelque sorte, la protection et le rempart ultime d'une certaine forme de pratique de l'histoire de l'art. Mais je pense qu'il y reviendra. Et c'est finalement à partir de cet enchaînement d'images qu'il a montré quelle était la représentation des Juifs contemporains de Michel-Ange, au plafond de la chapelle Sixtine, des Juifs contemporains de Michel-Ange, dans le ghetto romain du XVIe siècle. C'était un ouvrage très important à tous égards, mais en particulier de ce point de vue. Puis il est entré dans une question, une interrogation qui sera encore celle d'aujourd'hui, en publiant un livre, je dirais, assez audacieux, puisque on écrivait autrefois des livres sur le Caravage, maintenant on écrit des livres sur la première partie du séjour du Caravage à Messine, ou la seconde partie de son séjour à Naples, ou la fin de sa formation en Lombardie. Et Giovanni, de façon assez téméraire, a publié en 2015 un livre sur le Caravage, un livre général sur le Caravage, que certains d'entre vous ont certainement lu, qui a beaucoup circulé, qui a donné lieu d'ailleurs en marge de ce livre à une petite exposition accompagnée d'un petit livre dans lequel nous poursuivions, lui et moi, un dialogue écrit, mais aujourd'hui ce sera un dialogue oral. Alors, au-delà de ce Caravage que j'annonçais comme peut-être l'introduction de sa période de travail actuelle, il poursuit depuis quelque temps une recherche sur Annibal Carràs. Annibal Carràs, qui est un des grands Italiens du second XVIe siècle, contemporain de cette mouvance des transformations de l'art chrétien dans le sillage du Concile de Trente. Et en s'intéressant au Carràs, il précise deux questions fondamentales qui, je crois, seront évidemment au centre certainement de son propos d'aujourd'hui. La première question fondamentale, c'est la question du réalisme. La question du réalisme en peinture. Alors on peut dire c'est un mot tout à la fois très très célèbre, très courant, aussi bien dans le cinéma que dans la littérature que dans toutes les formes d'art. Chez lui, ça prend une forme très spécifique, c'est-à-dire qu'est-ce qu'une image sacrée lorsqu'elle n'est plus sacrée, hein. De ce point de vue-là, il poursuit une méditation amorcée dès son travail sur le Bernin. Qu'est-ce
Qu'est-ce qu'une image sacrée quand le ciel des images, en quelque sorte, s'est refermé? Qu'est-ce qu'une image sacrée quand le Christ ne demeure totalement Dieu que parce qu'il est totalement homme? Qu'est-ce qu'une image sacrée quand les saints eux-mêmes ont les pieds pleins de terre? Qu'est-ce qu'une image sacrée lorsque la sacralité, en quelque sorte, ne peut se trouver véritablement qu'au ras du sol parce que cette aura par laquelle les images tiraient leur puissance de leur inspiration céleste, ce ciel s'est refermé. Et vous allez voir dans une manière un peu, j'espère qu'il en parlera, d'une manière, dans un exemple que je trouve très, très spectaculaire, le mangeur de haricots du Karash. Qu'est-ce que c'est que rechercher les traces de quelque chose comme une sacralité, c'est-à-dire aussi une perspective dévotionnelle pour le spectateur dans l'interprétation qu'il produit de cette image? Qu'est-ce que cette sacralité face à un mangeur de haricots? Et vous verrez que cela ne devient évident qu'après l'interprétation qu'en produit Giovanni, mais après cette interprétation, cela devient en effet totalement évident, mais néanmoins toujours discutable, et c'est l'intérêt de son travail aussi qu'il est toujours discutable. Or, comme vous savez, un travail n'est véritablement savant que quand il peut être réfuté. Et puis, second grand aspect du travail, c'est plus formellement celui de la série. Celui de la série, c'est-à-dire, mais on n'est pas loin du réalisme, c'est-à-dire à partir du moment où les images vivent leur vie de façon horizontale, je disais, on recherche le sacré au ras du sol, comment les images prennent-elles leur sens dans une contamination horizontale? Non pas ce qui leur vient d'en haut, mais ce qui leur vient des autres, ce qui procède des autres. Comment s'enchaînent les images? Comment est-ce que des images se contaminent, oui, les unes les autres pour produire dans leur rapport cet espace qui devient progressivement un espace qui, entre elles, aménage ou organise la possibilité d'un séjour dévotionnel. Alors, c'est cela, ce second grand questionnement, qui est aussi un questionnement de méthode, comme vous le voyez, et qui caractérise en particulier de la façon très forte ces recherches actuelles de Giovanni sur le Karash. Alors je dis tout cela beaucoup trop rapidement, évidemment, mais c'était pour vous donner un très bref aperçu de ce qu'il fait depuis longtemps, et en particulier depuis qu'il est, comme moi, à l'école des hautes études en sciences sociales. Alors, Giovanni va d'abord, selon ce qu'il nous a annoncé, va d'abord revenir sur cette notion d'objet théorique, dont je disais quelle était l'importance dans son travail, en particulier dans sa relation avec le milieu de la théorie de l'art tel qu'il l'a habité et développé dans l'école. Et puis, je crois qu'il nous présentera donc l'actualité de son travail et nous construirons un dialogue à partir de la présentation donc d'un petit nombre qui est un extrait de la vaste série sur laquelle il travaille et tente d'approcher la peinture d'Annibal Carrach. Voilà ce que je pouvais dire pour te présenter en peu de mots. Merci beaucoup, Pierre-Antoine. Nous allons donc échanger tout le long de ces séances. Je ne pense pas faire un cours d'une heure. On va sans doute dialoguer pendant mon exposé. Bonjour donc à tous qui nous écoutent. Je ne vais pas faire une longue introduction théorique. Je voulais juste rappeler un peu les origines de l'implantation de cette histoire / théorie de l'art à l'école des hautes études. C'est comme ça que Hubert Damisch avait intitulé son groupe, puis le centre dont j'ai actuellement la responsabilité, Centre d'histoire théorie de l'art, où ces deux mots se côtoient. Donc il n'y a pas de théorie sans histoire, et il n'y a pas d'histoire sans théorie. Il faut beaucoup d'histoire, disait Hubert Damisch, mais on ne peut pas considérer que l'art relève uniquement de l'histoire. Elle n'épuise pas l'histoire, n'épuise pas l'art. Il faut lui accorder à l'art une capacité réflexive qui lui permet de dialoguer avec la philosophie, avec la psychanalyse, avec d'autres disciplines que l'histoire. Donc, définir un objet théorique n'est pas simple.
et tout simplement parce que c'est un mot singulier, donc c'est pas une théorie générale, c'est une théorie qui concerne cet objet-là, ou cet ensemble d'objets. Donc je vais essayer plutôt que de donner une définition, de montrer comment pas à pas on peut essayer d'en construire un objet théorique, disait Hubert Damisch. C'est un objet qui oblige à faire de la théorie, mais qui fournit aussi les moyens pour la faire. Alors une chose, c'est par exemple, comme ferait un philosophe, s'intéresser à l'idée de la beauté, et autre chose, c'est faire comme Damisch l'a fait, réfléchir comment la peinture a mis en image le mythe de Paris, c'est le choix pour la beauté. Donc, d'un côté, il y a le mythe, de l'autre côté, il y a l'histoire de l'art, il y a aussi la philosophie qui intervient avec le supposé désintérêt du regard esthétique chez Kant, et Freud qui intervient en même temps. Donc, ce qui s'est passé dans les années 70, l'école a été fondée en 75, c'est que donc c'était l'époque de l'approche structurelle, de l'intérêt pour le langage et pour l'advance, la mise en avant d'une question qui est la question de comment. Comment ça signifie. Non pas qu'est-ce que ça signifie, mais comment ça signifie. Donc, la discipline guide de l'époque était plutôt la linguistique, et naturellement l'anthropologie structurelle, l'anthropologie de Lévi-Strauss devient la question des séries. Hein. Lévi-Strauss construit des séries de mythes et étudie les variantes, et il va s'intéresser à quelque chose, à une variante de ces mythes, il manque un élément. Alors, dire qu'il y a quelque chose qui est intéressant parce que ça manque, c'est complètement contre-intuitif. Donc, c'est dans ces moments-là de développement de la réflexion des structuralistes que certains chercheurs sont attirés par l'école. Hubert Damisch vient plutôt de la philosophie, Louis Marin, philosophe du langage. Plus tard, Daniel Arras, qui était un historien de l'art, quitte une vision, disons, historiciste de l'histoire de l'art pour s'emparer de quelques instruments de cette histoire de l'art-là, celle de l'école, qui n'a pas un nom, mais qui est bien implantée, qui existe. Et c'est dans cette école que j'étais donc formé. Alors, pour finir avec cette introduction, pourquoi je pense que cette approche est intéressante aujourd'hui, on pourrait me poser beaucoup d'objections. Pourquoi continuer à s'intéresser à l'histoire de l'art occidental, aux grandes œuvres de l'histoire de l'art occidental, à Sistine et Caravage, selon un canon occidental qui est en train d'être complètement réalisé. Comment concevoir cette réflexion en rapport à la relation que nous avons aujourd'hui avec les images, leur présence encombrante et très efficace. Alors, je pense que c'est en raison du fait que certaines œuvres, celles qui m'intéressent, sont capables d'amener une réflexion sur leur propre mode de présentation, sur leur propre fonctionnement, et que c'est cette dimension autoréflexive qu'on a parfois appelée métapicturale, mais je pense que ça, même au-delà de la métapicture, qu'on peut trouver des réponses, en tout cas des suggestions et des outils qui peuvent être utilisés ailleurs que pour ces œuvres-là. Donc, j'en ai fini avec cette introduction générale. Je vais commencer à rentrer un peu plus voilà, cette partie. Je commence par cette crucifixion d'Annibale Carracci qui se trouve à Bologne, parce que c'est autour de cette pièce, de ce tableau d'autel, qui s'est développé une sorte d'attaque en règle dont Annibale Carracci était victime de la part des peintres de la génération précédente, en particulier
Passarotti, Calvert et Fontana. Nous avons des témoignages qui racontent comment ces peintres ont trouvé ces tableaux trop vulgaires. Le Christ est décrit comme un porteur de poids pris et ramené dans les tableaux directement, d'une certaine manière, portato di peso nel quadro, une peinture sale et impatiente. Ça, c'est la critique que Hannibal a reçue. Et il est intéressant pour ce qui suit de considérer cette situation, disons, de critique, de polémique entre peintres, parce que Hannibal Carracci, avec son frère Agostino et son cousin Ludovic, avaient fondé une académie, l'Accademia dei Desiosi, quelques années auparavant. Et il était donc porteur, dans la Bologne de l'époque, en tout cas d'une annonce de réforme, voire de révolution de l'art de la peinture. Et les peintres de la génération précédente les craignaient beaucoup que les jeunes artistes passent tous à leur école. Donc, on peut se demander qu'est-ce qu'il y a de sale, qu'est-ce qu'il y a d'impatient, qu'est-ce qu'il y a de vulgaire dans ces tableaux. Ce n'est pas facile de le voir si on ne considère pas les peintures justement de ces groupes de peintres qui avaient critiqué Hannibal Carracci. Et ça, c'est l'un d'entre eux, Bartolomeo Cesi. Vous voyez, les différences sautent aux yeux. D'abord, la manière dont Hannibal avait superposé les figures principales qui devraient être Marie et Saint Jean, en les cachant presque totalement derrière Saint Pétrone et Saint François. Donc, vous voyez, Cesi avait mis les choses en ordre. Et la manière même dont la matière picturale se présente, rouilleuse, pâteuse, chez Hannibal et lisse chez Bartolomeo Cesi. Et quelque chose qui n'apparaît pas dans ces critiques, mais dès les premiers commentaires savants autour de ces tableaux apparaît, c'est la question de l'adresse. Donc, Pierre-Antoine, tu en parlais tout à l'heure, la question du spectateur, la prise en compte de la position du spectateur, son inscription dans les tableaux lui-même, de quelle manière on peut repérer cette inscription du spectateur dans les tableaux, l'efficace affective, passionnelle que les tableaux peuvent produire. Alors, je pense que c'est sur ce plan-là que les choses sont intéressantes à observer dans un premier moment. Et la figure qui a attiré l'attention, c'est cette figure donc de Saint Jean qui se trouve derrière Saint Pétrone et qui s'adresse au spectateur en indiquant vers les tableaux de la croix, excusez-moi, en indiquant donc la croix. C'est une forme presque de tutoiement impoli qu'on ne trouve absolument pas dans les autres annonciations de l'époque. Vous le cherchez inutilement dans celle de Cesi. Et donc une manière d'adresse très directe qui s'accompagne cette manière d'adresse très directe avec les objets qui sont posés au sol. Vous voyez, c'est une maquette de la ville de Bologne, un crâne, un livre, et si on regarde de près ces livres, eh bien, il est ouvert pour que les spectateurs puissent le lire. Il se déploie de gauche à droite, et donc il y a comme un programme pour les spectateurs de prendre les livres et d'entamer un parcours de méditation, de dévotion. Ces livres, on peut imaginer, c'est François qui l'a laissé par terre, Saint François. Saint François, on se rappelle quand il était à la Verve, donc c'est après avoir lu qu'il quitte les livres et qui a la vision, la vision du séraphin avec le crucifix dans les séraphins. Donc ces livres abandonnés, c'est François Genouillet fait surgir la mémoire de la scène des stigmates, mais ce n'est pas
ça arrive dans un tableau qui n'est pas une représentation des stigmates. C'est une crucifixion, mais dans laquelle est intégrée une image latente, qui est une image de vision. Donc, l'un des aspects les plus importants que je voulais souligner, c'est cette idée d'un tableau dans lequel on peut entrer. D'ailleurs, François est agenouillé, comme la personne qui se trouve dans l'église. Et il y a un appel à se rendre ressemblant à François. François qui est défini un alter Christus, un autre Christ. C'est lui-même devenu très ressemblant au Christ au point que les stigmates se sont ouverts dans son corps. Donc cette idée d'une conformation, d'un devenir semblant, me semble présente dans les tableaux à travers l'invitation à s'emparer des livres, à travers la figure effectivement avec les pieds sales de François, à travers ces détails. Je ne sais pas jusqu'à quel point il est visible pour vous, mais d'un enfant de cœur qui se trouve entre Saint-Pétronne et Saint-Jean et qui semble sur le point de sortir du tableau. Il tient de la crosse, donc il y a un hors-champ. Et le hors-champ, c'est la ville de Bologne. C'est d'abord l'église dans laquelle le tableau est présenté, puis la ville de Bologne. Et donc, c'est quelque chose qui est du dehors, la peinture fait signe à son dehors, de la même manière que cette localisation de la crucifixion devant une maquette de la ville de Bologne et devant une image qui peut être celle de Jérusalem ou alors d'une autre Bologne, peut-être fait référence à des formes de méditation avec les images propres à cette époque, et notamment à la postérité de Saint Ignace. Ça, c'est quelque chose que tu m'avais suggéré, Pierre-Antoine, l'idée d'un lieu qui s'approche à travers, bien près de celui qui prie, qui est invité à travers la construction d'un lieu mental à construire un espace dans lequel il va faire jouer des personnes qui lui sont familières, donc quelque chose qui vient, et quelque chose au contraire qui se trouve placé à distance, vers lesquels l'imagination dévote peut se projeter. Je ne sais pas si tu as envie de répondre à ces thèmes-là. Non, là, tu en as très bien. Donc, la seule chose que je voulais faire observer, peut-être, c'était à propos de ces pieds terreux qui t'ont porté du Caravage au Carrache, c'est la comparaison entre le Carrache et Cesi, la crucifixion de Cesi que tu montrais tout à l'heure et qui est tout à fait frappante. Hein. Ce sont ce genre de détails qui rendent importante cette confrontation des images, puisque la figure agenouillée d'un Cesi n'a pratiquement pas de pied. Hein, et c'est cette absence de pied qui devient dans le tableau dans le tableau du Carrache, c'est cette très forte présence, hein, à l'avant-plan de ces deux pieds qui ressemblent en effet beaucoup aux pieds des pèlerins de la Madone des pèlerins du Caravage à l'église San Agostino de Rome. Donc je profite de ces comparaisons avec Chase pour terminer avec cette crucifixion autour d'une notion qui est celle d'accessibilité. C'est celui de Hannibal Carracci, est un tableau accessible. Les objets sont à la portée de la main du spectateur, les livres, les crânes, la maquette. Mais c'est une forme de pénétration par le regard qui passe aussi par la matière chromatique elle-même et par la centralité de cette stigmate des pieds qui est un creux, par les creux qui se trouvent sous le crâne, qui est posé par terre. C'est une matière picturale grise, sale, effectivement, qui propose au regard et à la sensibilité des spectateurs une sorte d'épaisseur charnelle, une épaisseur dans laquelle le regard peut pénétrer, puis la pénétration, disons, dans la plaie étant l'aboutissement de la prière, de la méditation et de la dévotion, entrer dans les corps du Christ
sa blessure. Donc ça, c'est un premier cas. Peut-être avant que tu entres dans un autre, je pense qu'il faut vraiment insister. Dans ton séminaire en particulier, c'est quelque chose qui était progressivement apparu, cette figure de bord, hein, comme aurait dit Louis Marin de cette crucifixion, qui est cet enfant de cœur, est d'autant plus saisissante que véritablement la lumière découpe son œil, qui est presque démesurément surexposé et dans une lumière qui lui vient directement. C'est ce sur quoi on s'était attardé dans une de tes séances, parce que cet œil est directement connecté en quelque sorte à la lumière qui émane de la vision et qui contourne en quelque sorte la figure épiscopale, c'est-à-dire la figure institutionnelle, la figure autorisée. Et là, on a ce presque petit sauvage, hein, qui est aussi véritablement là le spectateur tel qu'il peut lui-même recevoir la lumière de ce tableau. Eh oui, merci beaucoup. Donc je vais pas m'arrêter tellement sur le Saint-François, je vais revenir après éventuellement sur ce. Je vais directement passer à ce mangeur d'haricots, d'Annibale Carracci, donc qui n'est pas daté, le tableau précédent est daté de 1583, et on peut imaginer que celui-là, le mangeur d'haricots, est daté de quelques années plus tard. Et il est décrit dans les premiers inventaires qu'on avait trouvés à Rome au XVIIe siècle comme un villano che mangia fagioli. Donc on peut traduire un paysan qui mange des haricots, sauf que dans le mot villano, il y a rustre, il y a quelque chose qui est donc qui concerne donc l'aspect bas de ce groupe social. Et en effet, si on avait que le titre, on pourrait penser que c'est un tableau comique. Les paysans qui mangent des haricots en particulier, étant un sujet ridicule, non seulement de la peinture de l'époque, mais aussi dans la comédie, dans les textes qui circulent dans les poèmes. Et donc, la peinture, c'est ces tableaux de Vincenzo Campi, qui est à Budapest, nous montre ce qu'on attendrait, c'est-à-dire un paysan qui se goinfre d'haricots et la femme qui nous invite à rire de lui. Alors, ce qu'on a remarqué, c'est que ces mangeurs d'haricots de Annibale Carracci, eh bien, il ne fait pas rire. Et ce n'est pas peu de choses, parce que s'il est vrai qu'il ne fait pas rire, ça veut dire que c'est le premier paysan digne de l'histoire de la peinture occidentale, ce n'est pas petite chose. Donc, si on fait l'économie de l'hypothèse, disons, ingénue, que c'est simplement comme ça qu'était le paysan, donc c'est comme si c'était une photographie, c'est donc la vérité, pour revenir à une notion de réalisme vraiment trop naïve. Il faut imaginer que cette dignité du paysan est le produit d'un travail d'éloignement, d'écartement, à partir du ridicule vers quelque chose d'autre. Alors, comment est-ce qu'on peut décrire ces changements? Disons, ça c'est le mangeur de ricotta toujours du même peintre, un tableau qui se trouve à Bologne, excusez-moi, qui se trouve à Lyon. Comment est-ce qu'on peut décrire la relation qu'un tableau comme celui-là entretient avec les spectateurs? C'est un groupe de mangeurs qui ont une faim démesurée, comme c'est démesuré la cuillère, en fait, c'est une louche qu'ils utilisent pour manger, une faim démesurée, de manière disons, déréglée, non éduquée.
Et donc, il regarde le spectateur, il invite à rire et à manger avec eux, mais c'est de eux que le spectateur rit. Donc, la relation avec le spectateur, la relation, disons, du ridicule est une relation de la symétrie sociale. Le spectateur se place plus haut que les mangeurs. Il les juge comme étant mal élevés. Les sourires nés dans la distinction, dirait Pierre Bourdieu, dans la symétrie. Donc, une première chose qu'on peut dire de ces tableaux, c'est que ces mangeurs d'haricots parvient à rétablir une relation paritaire avec les spectateurs. Je le place dans une relation plus paritaire. On va voir comment. Donc, alors, les interprétations de ces tableaux font état d'une réflexion qui porte sur la possibilité de nommer ces personnages. Donc, selon une historienne de l'art allemande qui s'appelle Sibylle Herberer-Schiffer, eh bien, ça ne serait pas un paysan anonyme, mais le nom de ce personnage serait indiqué par la croix qui est derrière la figure du paysan. En italien, on dit Croce. Et Giulio Cesare Croce était l'auteur du texte populaire le plus connu sur un paysan qui mangeait beaucoup d'haricots, et qui est même mort pour ne pas avoir mangé que des haricots, et qui tout le monde connaît en Italie, qui s'appelle Bertoldo. Bertoldo est un paysan rusé qui utilise bien sa langue, qui avec des jeux de mots et des arguties très subtils arrive à gagner une sorte de jute avec le roi. Et il gagne cette bataille. Il est admis à la cour, on lui donne à manger des choses trop raffinées, et il finit par en mourir parce qu'il n'avait pas mangé ce qu'il devait manger, c'est-à-dire des haricots et des oignons. Donc l'idée s'insinue à travers la suggestion de Herbert Schiffer, que nous aurons ici à faire une espèce de portrait amicalement chargé de Croce, qui était sans doute quelqu'un qu'Annibale Garracci a connu, et qui était avec lequel il partageait ce domaine, qui est le domaine de la caricature. Annibale Garracci est connu pour avoir inventé le portrait charge ou le portrait chargé, la caricature. Et en effet, si on regarde avec un peu d'attention, ce paysan a des sourcils dessinés de manière très précise, un nez un peu long, une bouche ouverte mais sans dents, ce qui donne une figure d'oiseau. L'oiseau, c'est le masque du Zanni, c'est l'un des personnages de la comédie dell'arte. Donc, on commence à imaginer qu'il y a quelque chose derrière. Derrière cette première impression d'avoir affaire à un paysan, on a peut-être affaire à l'auteur, à Bertoldo, c'est-à-dire à ces paysans rusés, mais peut-être à l'auteur du Bertoldo. Comment se produit cet enchaînement de tentatives de reconnaître le personnage? Parce que ces tableaux, à la différence des mangeurs de ricotta, donc je vais les remontrer si j'arrive, pas tout de suite. Excusez-moi. Voilà, à différence de ces mangeurs d'haricots, à la différence du mangeur d'héricote, il a un format portrait. C'est-à-dire, il y a une seule figure vue de face et on pourrait l'associer à toute une série de portraits dont je n'ai pas amené ici les exemples, de quelqu'un qui est en train de faire quelque chose et qui est surpris par un spectateur qui le surprend. Donc, il y a des, je pense à un portrait de Lorenzo Lotti, il y a quelqu'un qui était en train de lire qui soulève le regard, ou un portrait de Savoldo, il y a un musicien qui soulève le regard. Là, c'est un portrait
un paysan en train de manger, mais c'est le fait même d'avoir présenté son paysan sous une forme qui n'est pas celle de la peinture de genre, mais celle du portrait, qui naît l'exigence de nommer ces personnages. Un portrait demande qu'un nom soit projeté sur le personnage qui est représenté. Et c'est donc Herbert Schiffer qui nous a fait, penser que ça peut être Berthold, ça peut être Giulio Cesare Croce, ou alors laisse même ouverte la possibilité d'imaginer que de la même manière que Berthold, dans son poème, représente son auteur, c'est-à-dire Giulio Cesare Croce, nous aurions ici une forme d'autoportrait de Annibale Carracci sous les traits de Berthold, et donc quelque chose d'assez complexe. Ce que je voudrais ajouter à cette idée d'un portrait anonyme sur lequel se greffe toute une série de reconnaissances possibles à partir de quelques indices, c'est que j'étais quand même frappé par l'isolement de la main de la main gauche, qui se trouve posée sur le pain, ce pain qui a été brisé, qui entre en relation avec un verre de vin. Vous voyez que le verre de vin, comme le livre dans la crucifixion, il est là pour le spectateur, il n'est pas là pour le paysan. Il n'est pas là, il n'est pas commode de le prendre, donc peut-être qu'il vient d'être posé. En tout cas, l'inscription d'une autre scène qui se trouve devant celle-ci et qui est celle qui provoque la surprise du paysan est marquée à la fois par les regards, mais aussi par le verre. Donc, la surprise à table n'est pas du tout commune dans un portrait, ni dans une ni dans une scène de genre, mais la surprise à table, c'est le trait caractéristique d'une scène évangélique, qui est celle du repas d'Emmaüs. Donc, je vous ai apporté un tableau de Titien qui se trouve au Louvre. Voilà. Donc, vous voyez la main du Christ, le verre, c'est très proche. Et qu'est-ce qu'elle vient faire cette comparaison ici? De quelle manière quelque chose comme un souvenir d'Emmaüs s'insinue dans les tableaux du majeur de Géricault. Je pense que j'ai un détail. Emmaüs, je le rappelle, c'est une répétition. C'est une répétition de la dernière scène, là où Jésus avait coupé les pains et avait dit « Ceci est mon corps, ferez cela à ma mémoire ». Quand il réapparaît sur le chemin de Maüs, il n'est pas reconnu par les pèlerins, et malgré le fait que le Christ donne beaucoup d'indices par son discours qui devrait permettre de le reconnaître. Il raconte que dans les Écritures, sa mort avait été annoncée, les pèlerins sont tristes, et ils restent tristes jusqu'au moment de s'asseoir à table. Et au moment où il s'assoit à table, le Christ coupe le pain, et c'est à ce moment-là que les pèlerins le reconnaissent. Le reconnaissent sans besoin que le Christ dise rien. Donc c'est la répétition d'un geste qui, d'une certaine manière, est plus efficace que toutes les paroles que le Christ avait prononcées auparavant. Donc ce qui me paraît important dans cette reprise d'Emmaüs dans le majeur d'Haricourt, c'est la puissance mémorielle du geste. Un geste et un geste rituel est un moteur de mémoire. C'est seulement avec la répétition du geste à Emmaüs que l'Eucharistie, dans un sens, devient un rituel efficace. Parce que la définition même du geste rituel, c'est sa répétition. S'il n'était pas répété, il ne serait pas à la disposition d'autres personnes qui pourraient le refaire
avec les mêmes effets. Donc, disons que la scène d'Emmaüs, c'est la scène d'une reconnaissance laissée en suspens et par rapport à laquelle les gestes triomphent sous le verbal, sous la parole. Alors, ce que je voudrais suggérer, c'est que ces souvenirs d'Emmaüs dans les mangeurs d'haricots est une manière de pousser encore plus loin ce qui a été dit par l'historienne de l'art que je viens de citer, c'est-à-dire une suite de moments d'identification, de reconnaissance qui est présentée comme quelque chose à venir, quelque chose qui doit se faire, qui reste en suspens et qui est peut-être en train de s'accomplir au moment même où le paysan ouvre sa bouche. Alors, je ne veux pas dire qu'au paysan est apparu le Christ. Vous savez que le Christ, après avoir coupé les pains et avoir été reconnu, disparaît. Là, il y a un célèbre tableau de Rembrandt qui montre bien ce moment de disparition. Je vais dire simplement que là, il y a quelqu'un qui devant les tableaux a peut-être posé le verre et qu'au moment où il pose le verre, cette constellation, ce fragment eucharistique se met en place et que derrière, dedans, cette scène de tous les jours, se profile une autre scène qui est celle de la non-reconnaissance, d'une reconnaissance confiée à un geste qui est peut-être sous le point de s'accomplir. Et là, je voudrais dire que cette reconnaissance laissée en suspens, elle a une valeur métapicturale dans ce sens où, effectivement, comme j'ai dit, c'est Annibale et sa peinture qui n'étaient pas reconnus et qui donc, dans ces tableaux, cette attente d'une reconnaissance, cette reconnaissance posée comme une attente en suspens est très manifestement présentée. Alors que ces tableaux parlent des peintures, je pense que certains d'entre vous l'auront perçu, on le voit, c'est cette nappe qui renvoie à la toile sur laquelle le tableau était peint. Il y a une croix qui renvoie au châssis, mais surtout ces cuillères dont tombe un filet de jus qui n'est pas encore tombé tout à fait sur la table, et bien évidemment une image du pinceau. D'un pinceau dont les jus pourraient tomber sur la table s'il ne tombe pas dans la soupe. Donc c'est un dripping en puissance, si vous acceptez cet anachronisme un peu osé, mais il n'est pas si osé que ça si nous regardons le Christ mort du même Annibale Carracci, où le sang coule des blessures du Christ et vient s'imprimer dans la toile blanche, dans la soie blanche du suaire. Donc c'est un peintre c'est une peinture qui parle de peinture, qui parle du support, de la matérialité de la peinture, du processus par lequel la peinture se fait. Mais c'est ça que je voudrais souligner avant de marquer une première pause de discussion, c'est que cette dimension autoréflexive, une peinture qui se présente en train de représenter quelque chose, comme disait Louis Marin, qui énonce son énonciation, comme disait aussi Marin, à la fois pour le visuel et pour le textuel. Donc, elle se présente, cette peinture nouvelle, par la patte de sa propre constitution, par sa matérialité, par les joues qui coulent comme d'un pinceau, par sa manière de faire apparaître les conditions matérielles de son existence, une toile, un châssis, un peintre. Mais dans ses mouvements réflexifs, elle arrive aussi à attraper autre chose. C'est ça qui m'intéresse, l'aspect moderne, c'est-à-dire la réflexion de cette peinture sur elle-même,
n'est qu'un aspect d'une réflexion, d'une réflexion dès la peinture, par la peinture, qui fait intervenir l'Eucharistie, c'est-à-dire quelque chose qui est à la fois une matière, le pain et le sang, et qui, en entrant dans le corps de celui qui communie, le nourrit d'une certaine manière. Donc cette idée d'une nourriture, une peinture assimilée à la nourriture, joue la couleur, et une nourriture qui est à la fois renvoyée à sa dimension matérielle et spirituelle, eucharistique. Donc je rejoins un peu ce que tu disais tout à l'heure à propos de la persistance. Après, il faudrait comprendre ce que je dis en termes de latence ou de condensation ou de pathos formel. Ce sont des termes que j'emprunte à Freud et à Warburg, c'est-à-dire un geste qui est à la fois un geste de la vie quotidienne et du temps du quotidien qui arrive à raccrocher un souvenir d'une autre scène située dans le passé et dans un espace rituel. Ce n'est pas un symbole de l'Eucharistie, ce n'est pas un signe, proprement un signe, ni quelque chose qu'on peut décrire dans ces termes-là. C'est quelque chose qui fonctionne avec la mémoire. Comme à Emmaüs, le geste du Christ fonctionne avec la mémoire. Donc c'est une configuration gestuelle qui induit un travail mémoriel. C'est pour cette raison qu'Emmaüs, qui d'ailleurs est là aussi une scène ordinaire de repas qui se transforme par le geste, devient si intéressante pour un peintre qui explore ce territoire nouveau qui est celui de la peinture de genre, effectivement, à la frontière entre l'immanent et le transcendant, d'un transcendant qui surgit disons, d'une manière soudaine et inattendue à travers le souvenir dans une scène de repas. Alors peut-être deux mots. Alors d'abord un mot peut-être pour rappeler ce que tu as dit au tout début, qui m'a frappé sur l'importance que tu attaches au problème de l'importance très particulière que tu attaches au problème de l'attribution, de l'identification de ce personnage comme pouvant relever de telle ou telle référence pour le spectateur de ce tableau. Alors, d'une part, il me semble que, comme nous l'étions dit dans le cadre de ton séminaire, c'est ce problème qui est au départ un problème qu'on pourrait dire non pas d'attributionnisme, mais quelque chose qui ressemblerait à ça, tu le transformes évidemment complètement parce que ta question n'est pas à qui il ressemble, mais ta question c'est que l'on se trouve à se poser la question de savoir à qui il ressemble et donc de reconnaître ou pas quelqu'un. Et c'est dans la reconnaissance ou pas qu'on se trouve tout d'un coup déplacé dans cette scène christique, qui n'est plus l'identification d'un modèle éventuel, mais qui est véritablement le problème de la reconnaissance. Et de ce point de vue-là, j'ai été très frappé par ce mot de ridicule. Alors, tu disais, quelque chose du ridicule est franchi par ce personnage, le premier paysan sérieux, en quelque sorte. Mais ce qui m'intéresse beaucoup dans le choix de ce mot ridicule, c'est que celui qui est ridicule, c'est celui qui n'est pas à sa place dans le monde. Et le Christ lui-même, ne disait-il pas, je ne suis pas de ce monde. Donc, le premier des ridicules, c'est le Christ. Si le paysan de Carache est le premier paysan sérieux, alors le Christ est le premier des ridicules. Et je pense que ce « je ne suis pas de ce monde » est véritablement à faire résonner de ce point de vue-là avec ce que tu évoquais du ridicule. Et puis d'autre part, je voulais vraiment insister pour nos auditeurs sur ce que tu as appelé cette métapicturalité, et en particulier par le fait que ce que tu as appelé l'objet théorique, c'est un objet théorique qui n'est pas un objet
qui est en quelque sorte le support d'une théorie que tu déploierais à son sujet, c'est cet objet-là qui dévoile en quelque sorte sa théoricité et qui la dévoile en particulier par le fait de se présenter, comme tu l'as dit, de se présenter comme représentation en reprenant une formulation très, très intense de Louis Marin, mais un détail comme celui de la nappe, de la nappe peinture, de ce bord de nappe qui est ostentatoirement un bord de peinture, me semble évidemment très, très important vraiment pour ceux qui nous écoutent, parce que c'est ce qui veut dire que la théorie est inscrite véritablement dans la chair du tableau, et non pas qu'il la surplombe. Et alors d'autre part, évidemment, ce problème de la représentation, hein, ce qui se présente comme représentation, d'une part, comme on le voit bien, c'est quelque chose qui fait dialoguer deux manières de penser la présence, soit la présence, celle de la présence réelle, par exemple, dans l'Eucharistie, ou la présence de l'icône non faite de main d'homme, mais c'est aussi l'image telle qu'elle se présente. Et là, on voit bien comment on change totalement de régime d'image, et en même temps, on est entre deux présences qui dialoguent, et c'est ce dialogue de deux présences qui fait probablement le cœur d'une modernité comme celle-là, et qui de plus nous amène aussi à revenir sur ce que tu as appelé, sur ce que tu as fait venir comme reconnaissance, c'est-à-dire je reconnais en quelque sorte, non pas simplement le personnage du tableau, mais au fond, je reconnais le tableau euh, à force de le regarder aussi, parce que ce tableau se présente présentant quelque chose, et là, il y a à l'œuvre déjà une répétition, il y a à l'œuvre déjà l'amorce d'une reconnaissance, et il y a par conséquent quelque chose qui fait de la peinture en effet un objet dévotionnel, parce qu'elle s'inscrit dans le cadre de ce qui est aussi par ailleurs un rituel, qui est celui de la consécration eucharistique. C'est seulement pour souligner vraiment l'enjeu de cette conception de l'objet théorique tel que tu l'as développé. Alors, la peinture ridicule, c'est l'expression du cardinal Paleotti, qui était un théoricien de l'image de l'époque d'Annibale Carracci, qui a voulu approfondir et développer la réflexion de la contre-réforme, qui avait trouvé son point disons, normatif au Concile de Trente. Personne mieux que toi le connaît, puisque tu as fait un livre là-dessus. Donc, et il appelle ça peinture ridicule en disant que, bon, elles étaient admissibles, enfin, dans certaines conditions, alors que d'autres images, notamment religieuses lascives, il fallait les enlever des églises. Alors, la stratégie énonciative, je dirais, qui permet dans ces tableaux Annibale Carracci de s'éloigner du ridicule est liée à la commission des genres, de la peinture de genre avec la peinture de portrait. La peinture de portrait, c'est là où l'individu s'empare d'une subjectivité, dit je. C'est aussi les lieux de l'identité. Alors, nous avons vu que ces deux questions, les tableaux, ces deux définitions, ces deux dimensions, subjectivation d'une part et identité, ces tableaux les laissent en suspens. Ils laissent en suspens l'attribution du nom, mais ils l'évoquent en même temps, et celle de l'identité avec. En même temps, l'instance de la subjectivation s'exprime ici à travers cet effet de surprise, de quelqu'un qui est confronté à une intrusion. L'intrusion, c'est celle du spectateur dans son champ de vision. Et donc, c'est une surprise qui doit faire face à une autre surprise, qui est celle du spectateur. Et donc, on retrouve une confrontation symétrique et pas asymétrique, comme c'était le cas pour la peinture ridicule, dans laquelle l'observateur est au-dessus. Donc, c'est de cette manière un paysan non ridicule peut accéder au domaine du visible et de la visibilité picturale.
J'avais envie d'aller encore plus loin, mais c'est vraiment très audace de ma part. Et je pense notamment à une comparaison assez abusive avec la photographie. C'est comme quelqu'un qui ne voudrait pas être photographié ou qui est étonné quand le photographie dans cet acte de manger, puisque jamais auparavant on a vu un portrait de quelqu'un dans l'acte de manger des haricots, et que donc cette surprise marque le fait qu'une étape a été franchie dans l'accessibilité au visible d'un paysan qui vient du dehors, d'un dehors de l'art, quelque chose qui n'est pas du domaine du visible jusqu'à ce moment. C'est cette idée d'infigurable, c'est-à-dire d'une frontière du visible, est d'une certaine manière une des questions qui permet de connecter ce qu'on a dit jusqu'à maintenant à propos de ces paysans avec des questions plus générales et encore actuelles, c'est-à-dire l'accès au visible, l'accès à l'image de ceux qui n'ont pas accès. Et donc le fait le fait que tout, surtout à cette époque, mais encore aujourd'hui, tout n'est pas montré, tout n'est pas montrable. Il n'y a pas de paysans dignes. Alors, il y en a qui sont dans les champs, mais en tant que portrait, en tant que sujet, c'est peut-être le premier de l'histoire de l'art, de l'histoire de la peinture. Ça, c'est une première chose qui concerne aussi notre présent. Et l'autre, c'est cette relation que je n'ai pas eu le temps d'approfondir. Je voulais la développer surtout en rapport à deux autres tableaux. D'une part, cet autoportrait de Hannibal Cavatch avec son frère et son père et l'apprenti. Et je donne juste comme suggestion, vous voyez qu'il y a un deuxième peintre qui rentre dans les tableaux du dehors, justement c'est une des questions qui m'intéresse, c'est ces dehors qui entrent dedans, et qui tient une spatule avec un bout de pigment noir, et il semble vouloir l'offrir à l'apprenti pour qu'il ouvre la bouche et qu'il le mange. C'est un geste qui renvoie là aussi, me semble-t-il, au rituel eucharistique. Donc une peinture qui se mange, qu'on retrouve dans les deux tableaux sous des formes différentes d'une part, et puis quelque chose que je n'ai pas non plus le temps de développer aujourd'hui, mais qui fait partie de cet objet théorique qui se compose de plusieurs tableaux. C'est cette petite boucherie, celle de Hannibal Cavatch et celle de droite. Celle de gauche est une peinture ridicule, justement, dans laquelle Passerotti représente deux bouchers. Et alors, vous voyez que les bouchers, ils font des gestes érotiques, sexuels. Il y a un jarret de l'agneau comme un phallus, l'autre lui met la main dans la bouche d'un sanglier qui était connu pour être spécialement libidineux. Mais il y a une historienne de l'art spécialement aiguë qui a vu dans ces zones-là, derrière la tête du boucher de droite, vous voyez qu'il y a des testicules, du veau, de l'agneau et une sorte de zone rouge qui répète le visage de ce boucher. Donc il y a une association à la fois par les habits, par le fait que la chair animale devient le sexe viril et que le visage du boucher se trouve repris dans les viscères de l'animal exposé, une sorte de co-substantialité de l'animal et de l'homme, mais qui bestialise les hommes, c'est-à-dire qu'il les rabaisse, qu'il les rend bestiaux. Alors, dans le tableau de droite, qui est celui d'Hannibal Cavatch, encore une fois, c'est des bouchers, c'est des artisans, mais qui n'ont rien de ridicule. Donc, c'est toute l'opération de tourner les dos au ridicule. Comment? En les montrant le début, en introduisant, vous voyez, dans les bouchers de gauche, un geste étrange, qui est un geste un peu trop cérémoniel pour être celui d'un simple boucher qui extrait son couteau. Et je pense que c'est en effet un geste qui doit renvoyer à une position d'escrime, si vous voyez aussi la position des jambes,
à savoir un art, c'est l'escrime en français. Oui. L'art de l'escrime, qui est un art où l'intelligence est dans la main. Et on peut étudier toute la théorie qu'on veut, mais si on ne la pratique pas régulièrement jusqu'à ce qu'elle devienne un geste précis et non réfléchi, ça ne fonctionnera pas. Donc c'est aussi là un tableau des ridicules devient métapictural, ça devient une dimension théorique qui associe la matérialité du travail de l'artisan avec celle du peintre et qui associe ces deux activités matérielles à la précision du geste de l'escrime. Tout ça se fonde sur une tradition de littérature sur l'art, surtout vénitienne, où le geste du pinceau est décrit comme le geste de l'épée, et que les bons peintres, comme les Tintoret, sont des escrimeurs. Le dernier exemple que j'avais apporté, mais c'est notre boucherie. C'est juste pour pointer un détail, c'est un tableau très riche et très complexe. Vous voyez qu'ici, Annibale importe dans son tableau quelques figures ridicules. Il y a un alambardier derrière à gauche, là, qui a justement une braguette bien gonflée, qui touche une bourse pour l'argent. Et donc, c'est cette idée de l'appétit, la gourmandise, l'envie de manger de la chair, et puis les appétits charnels au sens sexuel qu'on avait vu dans la boucherie des Passerotti, à laquelle le boucher d'Annibale tourne littéralement les dos et il tient dans ses mains une balance, c'est-à-dire quelque chose qui mesure la charge de la caricature. Donc, il prend des mesures pour un coup de pinceau ou un coup de stylo qui soit mesuré, qui soit pas chargé, et qui est celui qu'il pratique lui-même. Donc, des tableaux où la dimension réflexive est très, très puissante. Là aussi, il y a un sacrifice au milieu. Et alors peut-être du point de vue de cette ostentation de la représentation qui nous faisait observer la nappe, la nappe inachevée, la nappe tableau dans le Mangeur des haricots, la manière dont la table d'opération du boucher se trouve basculée en quelque sorte vers le spectateur est aussi très impressionnante. Dans cette ostentation de la représentation qui serait dans l'idée, pour nous replacer dans le contexte culturel général de ces tableaux, qui serait vraiment ce en quoi tout cela, ce n'est que de la représentation, ce n'est plus de l'image auréolée d'une puissance divine, ce n'est que de la représentation, mais c'est justement à travers ce n'est que quelque chose d'autre commence. Et alors de ce point de vue-là, j'aimerais bien que tu fasses retour une seconde sur le Mangeur de haricots, peut-être pour deux suggestions que je voulais ajouter. Alors la première, c'est que depuis que tu m'apprends à voir ce tableau, parce que je le connais, je le reconnais par toi, mais depuis que tu m'apprends à voir ce tableau, c'est quelque chose comme un vertige ne cesse de m'habiter concernant qui est en face. Parce que, alors effectivement, la position du verre et de ces miettes de pain qui manifestement ne sont pas destinées au mangeur de haricots, mais destinées à celui qui, en face de lui, peut-être vient de répéter le geste eucharistique. Ce serait ici évidemment le Christ qui serait en face, mais il se trouve que d'une part, le paysan peut être considéré comme portant un chapeau de jardinier, ce qui est arrivé au Christ après sa résurrection, mais qu'en plus, celui qui se trouve en face de lui, ça n'est pas seulement le Christ, c'est moi comme spectateur. Et donc là, quelque chose de très fort se joue, quelque chose qui me rappelle deux formulations je réfléchissais sur Saint Paul ce matin dans un autre contexte et le rapport entre les deux formulations de Saint Paul, c'est-à-dire nous sommes dans le Christ et en particulier par la communion
eucharistique et le Christ est en nous. Et comment cette communion effectue ce double mouvement de moi-même dans le Christ comme communauté de l'Église et du Christ en moi par cette consommation eucharistique. Alors là, d'une certaine façon, qui est qui dans ce face-à-face où je suis le Christ, où je suis le Christ en face du paysan, qui est le paysan, qui est lui-même face au Christ, dans un rapport lui aussi réciproque avec lui. Là, il me semble que le spectateur se trouve véritablement embarqué, dévotionnellement embarqué dans quelque chose qui ne cesse d'agir, la métamorphose du paysan, en quelque sorte. C'est le spectateur qui ne cesse de transformer le paysan dans la mesure même où lui-même se trouve en position d'être le Christ et le spectateur. Et puis d'autre part, ce que je voulais marquer aussi, peut-être pour finir, c'est ce que tu as dit tout à l'heure sur la monstration, hein, ce qu'on montre, ce que l'image montre, parce qu'effectivement, c'est quelque chose qui nous occupe beaucoup, Giovanni, moi, d'autres spécialistes de l'image chrétienne, d'essayer toujours de savoir pourquoi est-ce que l'image chrétienne reste active, en quelque sorte, pour un regard contemporain, alors même que ce regard n'est plus habité par une situation dévotionnelle, etc. Alors l'image chrétienne, là, tu montres bien dans tout ce que tu as dit que effectivement cette image nous montre, hein, elle nous montre ce qu'on ne devrait pas voir. Elle est vraiment dans la monstration. Et alors là, évidemment, l'interrogation est puissante sur ce que l'image fait voir, sur ce que l'image fait voir qu'on pourrait ne pas voir ou qu'on ne devrait pas voir. Et de ce point de vue-là, ce que je trouve très frappant, c'est comment ce paysan, parce que moi, ce paysan, parmi les d'innombrables références possibles, moi, il m'évoque, mais c'est totalement arbitraire, mais il m'évoque beaucoup une gravure du cardinal Bellarmin, qui est bien loin de ce paysan, sur laquelle j'ai médité récemment, où le cardinal Bellarmin est surpris par celui qui en fait le portrait, comme tu disais tout à l'heure, une sorte de surprise, de stupeur photographique. Il est comme ça, immobilisé dans la stupeur d'être saisi. Donc on est tout à la fois dans cette... Et pourquoi est-ce que le cardinal Bellarmin est stupéfié d'être saisi? Parce qu'il est totalement absorbé dans l'humilité de sa prière, de sa contemplation, de son travail. Donc tout d'un coup, là, on a un paysan qui devient une figure de l'humilité, c'est-à-dire celui qu'on n'aurait pas dû voir. Mais en même temps, il est évidemment qu'on n'aurait pas dû voir parce qu'il est humble et parce que, comme le Christ lui-même d'ailleurs, hein, il refuse d'être représenté. Mais en même temps, il est évidemment dans la monstration la plus humble de ce qui n'est qu'une représentation triviale, vulgaire, réaliste. Donc avec un tableau comme celui-là, on ne cesse de se déplacer entre des références qui sont celles du discours et de la pratique chrétienne, et puis tout à fait autre chose, qui est qu'est-ce que c'est que montrer ce que peut-être sinon on n'aurait pas vu. Et ça, c'est évidemment une définition beaucoup plus large de la peinture. Oui, merci. Je pense que c'est précisément cette capacité de poser des questions, d'ouvrir des questions, qui est le propre du tableau intelligent, ce qu'on pourrait appeler un tableau intelligent, un tableau qui se pense. Et ça, c'est pas très fréquent. L'histoire de l'art, disons plus traditionnelle, il y a rarement des tableaux comme des moments où une question reste en suspens, posée, et donc donne à penser sans forcément qu'on puisse trouver la solution. Disons que c'est cette idée d'un nom qui n'est pas arrivé, qui est différé. On peut dire avec Derrida, cette différence du nom, c'est dans cette attente du nom que la peinture se montre dans sa matérialité, dans sa propre forme de monstration, et d'une certaine manière en déjouant la puissance identificatrice du langage. C'est un jeu avec les langages où la peinture trouve une place, les noms étant très puissants par ailleurs, parce qu'une fois qu'on a un nom, le champ se restreint immensément. Peut-être qu'on peut ouvrir maintenant s'il y a des questions qui viennent
de ceux qui ont la patience de nous écouter jusqu'ici et que nous n'allons pas voir. Donc, on va juste lire vos questions au tableau, c'est ça? Pour l'instant, il n'y a pas de questions. Donc, on a encore un petit peu de temps. Non. Tu nous fais un autre tableau, alors? Ah. Ah. Alors, j'ai lu la question parce que les gens qui sont à la maison, je pense qu'ils n'ont pas la question sous les yeux. Merci beaucoup, Joanne et Pierre-Antoine. Merci à vous, à toi, je ne sais pas qui est derrière. J'aimerais savoir quelle est l'origine du concept d'accessibilité en ce qui concerne une peinture. Est-ce que c'est un lien avec le mystère chrétien et ne peut être utilisé que dans les contextes d'une peinture religieuse? Donc, on va répondre chacun à son tour. Moi, je fais ma réponse, puis tu répondras à ton tour. En ce qui me concerne, ce n'est pas un concept pour le moment. Je l'ai pas élaboré en tant que concept. C'est un terme que j'ai retrouvé dans une description d'un tableau d'Annibale Carracci dans l'un des premiers livres importants qui sont consacrés à sa période bolognaise, donc le livre de Boscolo. Il parle d'un tableau accessible. C'est une manière pour moi de pointer l'attention sur la relation avec les spectateurs et donc son inscription dans le tableau. C'est aussi un élément qui est pris en compte pour l'histoire de l'art, c'est-à-dire comment est-ce que le tableau met le spectateur à sa place et quel travail il lui propose de faire. Donc, je l'entends dans des termes très, très simples, liés à la construction spatiale, à l'accessibilité de ce verre qui manifeste, et pas forcément un rapport avec le mystère chrétien. Mais peut-être que Pierre-Antoine aura une autre idée. Une autre idée, je ne sais pas, mais ce dont je me souviens, c'est que c'est le terme que tu as employé au sujet de la crucifixion. Et alors, finalement, par rapport à ce terme-là, c'est lorsque j'ai insisté sur l'œil de l'enfant de cœur qui contournait en quelque sorte le corps massif, tout à la fois massif et dissimulé de l'évêque par rapport au corps exposé du Christ. L'accès de l'enfant de cœur était un accès direct, effectivement, puisque la lumière venait éclairer son œil. Et d'ailleurs, on devrait être certainement beaucoup plus approfondi dans l'analyse de ce que c'est que ce corps exposé du Christ, de la nature de cette vision partagée, qui est certainement très complexe. Mais alors, sans entrer dans cette dimension, je dirais que l'accessibilité, dans mon esprit, par rapport à ce que tu disais, elle est tout à la fois spatiale et temporelle. C'est-à-dire que elle est spatiale dans la mesure où, comme tu l'as montré, on a ces deux villes, c'est-à-dire qu'on a cette petite maquette de Bologne aisément reconnaissable, pour reprendre un terme que tu as utilisé tout à l'heure, et puis on a cette lointaine cité beaucoup moins reconnaissable, peut-être Jérusalem, certainement, en tout cas, l'une est dans le proche et l'autre est dans le lointain. L'une vient vers nous et l'autre nous appelle vers elle. Et d'une certaine façon, l'accessibilité, elle est entre ces deux villes, parce que l'accessibilité, c'est pas simplement un accès, c'est un parcours, l'accessibilité. C'est un parcours peut-être qui nous conduit d'une ville dans l'autre ou qui nous ramène d'une ville dans l'autre. C'est cette accessibilité qui définit, et Giovanni y faisait référence, qui définit cette ambivalence constitutive des méditations spirituelles du dernier XVIe siècle entre
une méditation qui fait venir vers nous les personnages de l'Évangile ou les lieux de l'Évangile, et une méditation qui nous porte vers ces personnages. L'une qui les actualise dans notre monde et l'autre qui nous porte vers leur monde. Et alors, par actualisation, on n'est plus seulement dans l'espace, on est dans le temps. On est dans le temps, et alors dans le temps, on a cet ensemble de personnages, entre lesquels s'insinue le petit enfant de cœur et son œil démesuré, des personnages qui sont de toutes époques différentes, hein, évidemment, Jean et Marie, mais aussi ces franciscains, mais aussi l'évêque, et cet anachronisme constitutif de cette vision partagée, elle est aussi ce qui fait partie de l'accessibilité, c'est-à-dire non pas simplement dans l'espace, d'être venu de Jérusalem vers nous, mais dans le temps, d'être venu de l'Antiquité vers nous. Et tout ça s'enveloppe sous le nom d'accessibilité, me semble-t-il. Oui, je pense que c'est très juste, et que cette question d'actualisation est très précise et très importante. Elle est aussi peut-être une caractéristique propre à l'image chrétienne. C'est-à-dire que la crucifixion a eu lieu dans un temps reculé, dans un moment historique précis, mais elle est toujours là. Elle est toujours présente, soit comme une vision, soit comme un objet de méditation, mais d'une certaine manière, pourquoi elle est toujours présente? Parce qu'elle est toujours une invitation à la conversion, à prendre les livres, d'une certaine manière, rentrer dans une sorte de processus d'assomption de ressemblance à Saint François en particulier, être touché par ce qu'on voit. Et donc, l'actualisation est vraiment le propre de tout acte liturgique. En même temps, je pense que cet évêque amène avec lui la liturgie, la dimension liturgique dans les tableaux avec sa crosse. Et la liturgie, la messe, ne fait que raconter tous les ans la même histoire. Jésus naît tous les ans et puis il meurt tous les ans. Et il y a une actualisation qui est anthropologiquement très ancrée dans la manière de concevoir l'histoire chrétienne, c'est-à-dire comme constitutivement anachronique. Elle se répète dans la liturgie, elle se projette, elle est ramenée vers le présent, par exemple avec le mélange des habits d'époques différentes. Alors, je ne sais pas s'il y a d'autres questions, peut-être un petit complément qui concerne ces petits tableaux qui est à Rome, au musée du Capitole, que je compare avec la crucifixion à raison du livre. Là aussi, le livre est fermé, mais il va s'ouvrir de gauche à droite. Et d'une certaine manière, c'est un livre qui est comparable au vers du mangeur d'haricots. Il est à portée de main du spectateur. Et par ailleurs, cette espèce de rocher sur lequel est posé une feuille, sur lequel est posé un crâne, sur lequel est posé un crucifix, est une table. Donc, tu parlais tout à l'heure de la série. Je ne sais pas si j'ai la comparaison ici. Non, je n'ai pas la comparaison. Donc, vous avez en tête le mangeur d'haricots. Voilà donc une manière de bousculer un peu les choses, donc de faire rentrer le Saint François un rapport avec les mangeurs d'haricots, non pas parce que les thèmes sont communs, mais parce que les dispositifs de présentation est comparable. Et c'est à partir du vers du mangeur d'haricots que j'ai vu le livre de Saint François. Et donc voilà une forme aussi
d'accessibilité donc d'un objet qui est posé sur une table et la table, je n'ai pas parlé suffisamment à propos du mangeur d'haricots, mais la table est un dispositif d'énonciation. La table est un objet autour duquel on peut s'asseoir et à laquelle on est invité dans les cas du mangeur d'haricots. Ici, il n'y a pas à proprement parler de table, mais enfin, c'est un plan sous lequel sont posés des objets. Donc cette table comme dispositif d'énonciation, comme manière de placer le spectateur et de lui faire un travail, est une table à double titre, donc au titre donc d'une place à table devant le tableau, devant cette espèce de rocher, où on puisse s'emparer du livre, commencer une méditation qui va conduire le spectateur à se rendre ressemblant à François, comme François est en train de se rendre ressemblant à ce petit Christ sur le crucifix. Et puis la table comme terrain des opérations, comme un échiquier sur lequel les objets rentrent en relation entre eux. Et donc là, c'est des relations très fortement signifiantes. Il y a le silice, qui d'ailleurs a un aspect totalement informe, mais c'est vraiment des traces de pinceau, c'est la matière picturale, encore une fois. Avant, c'était les jus de haricots, maintenant, c'est le silice. Il y a un texte qu'on ne peut pas lire parce qu'il est tourné de l'autre côté, mais qui est un texte de Saint Paul, justement. Je ne veux pas de gloire ou être glorifié sinon dans la croix. Donc, c'est un programme. Il y a un crâne qui sert de support à un étrange crucifix, parce que je ne sais pas si vous le voyez, mais c'est Christ qui devrait être de bronze ou de pierre ou de bois, est un chair et un os, et il soulève la tête vers Saint François. Alors ici aussi, il y a une question de reconnaître quelque chose. Est-ce qu'on reconnaît la scène des stigmates? Oui et non, c'est-à-dire, le stigmate, c'est un séraphin qui apparaît dans les ciels, entouré de flammes, et dans ses ailes, il y a effectivement le Christ en croix, mais c'est dans l'air, donc là, c'est posé sur un rocher. Est-ce qu'on reconnaît une autre scène de la vie de Saint François? Peut-être si, peut-être celle évoquer la scène de Saint Damien, la première fois où François entend la voix du Christ. C'est justement un crucifix dans l'église de Saint Damien qui s'adresse à lui et lui demande de restaurer son église. Vous voyez qu'ici, l'oreille est bien peinte au centre du tableau. On peut imaginer qu'il y a un échange verbal entre ce petit Christ et François. Et puis derrière l'oreille, il y a une cavité qui prolonge la réceptivité. Il y a les stigmates qui sont bien visibles sur ses mains. Il y a les mains qui sont disposées dans un geste assez inédit. Enfin, j'ai retrouvé ce geste seulement dans une annonciation de Titien, et puis plus tard chez Caravage, mais ce n'est pas un geste de dévotion immédiatement reconnaissable. Et puis il faut aller à Rome pour la voir. Enfin, il y a une tache brune entre ses doigts, c'est le sang qui commence à couler. Alors, Pierre-Antoine, c'est quoi? C'est l'Averne, c'est Saint-Damien, c'est l'un et l'autre, l'un dans l'autre. Est-ce que dans ces cas, les gestes est pris entre deux souvenirs de la vie de François différents, que l'un d'entre eux s'impose. Mais ce qui est vraiment remarquable, c'est la répétition de l'expérience des stigmates qui peut-être prime le moment où ce sang coule, commence à couler. Il en trouve confirmation dans le toucher, un corps qui se sent sentir. C'est un moment dans lequel ce que tu disais tout à l'heure à propos de la définition de Saint Paul, le Christ est en nous, le Christ est dans François, au point qu'il reçoit les stigmates et qu'il éprouve l'expérience de la passion.
Là aussi, la bouche ouverte, les sourcils sont courbés. Il y a quelque chose qui une surprise de sentir le corps qui s'ouvre. Il y a ces stigmates qui sont comme des yeux. Dans ces cas-là, c'est pas comme dans les mangeurs d'haricots. Le spectateur n'est pas visé par un regard surpris, il est visé par ces stigmates dans lesquels chaque dévot est invité à pénétrer par les regards. Il y a une épaisseur mémorielle ici aussi. Il y a une scène qui n'est pas précisément décrite dans aucune des vies de Saint François. C'est donc un tableau qu'on ne peut pas définir d'émotionnel, où le souvenir des stigmates et le souvenir des Saint Damien sont présents de manière peut-être comparable au souvenir d'Emmaüs dans la scène du mangeur d'haricots. Et de toute manière, le fait, comme tu viens de le faire, le fait de faire venir différents moments de la vie de François et par les stigmates, c'est effectivement parce que les stigmates, en tant qu'ils sont une sorte de coup de grâce, si je peux dire, les stigmates, elles ne viennent pas du temps. Donc d'une certaine façon, la stigmatisation ramasse en quelque sorte le temps humain dans quelque chose qui est le moment divin dans lequel François se trouve sanctifié par cet acte. Donc là, ça me semble tout à fait pertinent. Et alors, ce qui est très intéressant, je trouve, et peut-être que tu pourrais montrer la comparaison avec le Saint François de Passarotti, parce que ce qui est tout à fait frappant et qui me fera venir à autre chose ensuite, d'ailleurs, c'est que ce Christ couché sur sa croix, de fait, lève la tête vers François. Donc, par rapport à ce couple paulinien du Christ en nous et de nous dans le Christ vient vers lui. Alors, évidemment, dans le tableau de Passarotti, la tête du Christ tombe. Dans le tableau du Carache, la tête du Christ se relève. La position de la croix bouleverse complètement la relation entre le Christ et François. Et alors, par ailleurs, et là, il faudrait peut-être que tu fasses venir l'image, la diapositive dans laquelle les deux crânes sont présents, celui de la crucifixion et celui de Saint François, qui est aussi... Voilà, sur lequel nous avions médité aussi, je crois, dans ton séminaire, et nous, et puis d'autres auditeurs et auditrices, parce que il me semble que là aussi se joue dans ce rapport, évidemment, du crâne à la chair du Christ, à cette chair qui vient vers, et qui d'ailleurs viendra vers sous la forme justement de l'Eucharistie, mais qui vient vers. Il me semble qu'elle est très en regard aussi de ce qui se passe entre le crâne et le livre dans la crucifixion. Et tu te souviens que je crois que c'est l'une de tes élèves qui avait fait observer justement que entre le crâne et le livre, de la même manière que dans le Saint François, le crâne, on a le crâne d'Adam, et puis le corps vivant du Christ, du Dieu incarné. Ici, on a le crâne, et puis de l'autre côté, le livre. Ce crâne qui est en quelque sorte passé dans le livre, ou qui est la relation avec le livre est très étrange, et il est important de se rappeler de ce point de vue-là que les livres sont de peau, et que par conséquent, le livre participe, comme livre vivant, le livre que vient de laisser tomber Saint François par ailleurs. Donc c'est vraiment que vient de laisser tomber le moine qui est à gauche du Christ à la crucifixion, ce livre qui vient de tomber, qui vient de se réouvrir. Donc, c'est un livre qui est véritablement agité par le vent, qui est couvert de peau comme tout livre qui se
qui se respecte et donc qui est une figure du livre vivant, du vivant par rapport au mort. Donc là, il me semble qu'entre ces deux tableaux, il y a deux modalités de la relation du vivant et du mort qui sont très fortes. Donc, encore quelques minutes peut-être à propos de cette comparaison qui est importante parce que ces deux tableaux sont parfaitement contemporains et que Bartolomeo Passarotti est justement l'un des plus importants du groupe de peintres qui avait critiqué la crucifixion par laquelle j'ai commencé cette présentation. Nous avons commencé notre discussion. Donc, c'est un exemple très précieux pour voir en quoi leur conception de la peinture se pose. Et je pense qu'on pourrait commencer par les opposer du point de vue de l'ouverture et de la fermeture. L'élément le plus emblématique de la fermeture du corps de Passarotti, de François de Passarotti, sont ces stigmates cicatrisés, présentes mais bouchées. La dimension, disons, lisse et parfaitement hermétique de sa tunique, alors que celle de François de Annibale Carracci est déchirée et les mains sont ouvertes, saignantes, la bouche fermée chez l'un et ouverte chez l'autre. Et donc la relation aussi avec un crucifix dominant et d'une certaine manière s'imposant sur les seins qui les regardent et dans les yeux duquel s'éclaire une étincelle donc divine. Donc ça c'est vraiment je dirais pour aller vite, enfin pour relancer un peu notre échange, que dans un cas, celui du François de Annibale Carracci, nous avons, il a déployé Carracci beaucoup d'idées, de solutions plastiques pour qu'on sente le corps de son François, qu'on ait une relation sensible. C'est un corps sensible puisqu'il se sent sentir, dirait Maurice Merleau-Ponty, c'est une sensation qui évoque le souvenir, qui évoque le souvenir des stigmates, ou que peut-être lui fait revivre cet épisode de stigmates, qui réouvre en tout cas son corps sur l'extérieur. C'est une bouche aussi par laquelle peut-être une parole se prononce, ou une surprise s'exprime. Donc c'est une relation aussi d'incorporation du Christ au sens où ce crucifix est superposé sur le plan du tableau. C'est comme s'il appuyait ses pieds sur le cordon et il est dans le corps du François, mais dans le cas de Passarotti, il est extérieur, il est distant, il n'est pas inscrit dans son corps. Donc, dans un cas, je dirais, il y a un corps ouvert dans lequel le Christ est pénétré, parce qu'il il a reçu les stigmates, il a reçu son corps, il a incorporé un corps qui se sent sentir et qui adhère disons, à cette espèce de substrat sensible, biologique, physique. C'est comme ce qu'on pourrait appeler la vie, enfin, quelque chose de vivant. Et là, c'est vraiment l'esprit qui se fait chair, alors que dans l'autre cas, je dirais que c'est un corps qui se sépare de la vie spirituelle. C'est un corps ascétique, un corps qui tente l'expérience de l'insensibilité la plus grande, au point que on peut assimiler le corps du François de Passarotti au rocher. C'est un corps rocher, surtout par la manière de peindre, qui est une manière lisse, avec beaucoup de reflets. Et alors que chez Annibale, il y a une pâte vivante, une pâte chromatique vivante.
C'est la vie dans le chromatisme, la vie dans les stigmates. Ce terme de vie, je le tire de l'adjectif italien vivre, qui revient souvent dans les lettres d'Annibale Carracci quand il décrit les tableaux de Titien. C'est un terme qui est pas loin de celui du naturel et qui concerne toute une problématique que je n'ai pas traitée jusqu'ici, qui est celui de l'incarnation au sens de l'incarnat, donc d'une chair irrorée de sang. C'est l'incarnat, c'est le propre de la manière dont Titien représente surtout ces femmes nues, allongées. C'est l'incarnat. Ici, c'est différent, mais c'est une forme d'incarnat. Vous voyez les mains de Passarotti, il n'y a pas de au sens d'irroration sanguine. Donc la vie, c'est aussi le Christ qui reprend vie dans les crucifix. Donc c'est une peinture vivante. Je pourrais dire ça si je n'avais pas peur de tomber dans les stéréotypes, les topos les plus écoulés. Enfin, mais j'essaie de séparer cette notion de vivre, de vif, de celle du vrai. Ils sont souvent utilisés comme des synonymes, mais les deux tableaux, mais ils ne sont pas vivants de la même manière. Il y en a un qui va vers le minéral et vers disons une chair qui se fait pur esprit et tellement pur esprit que le seul point de contact, c'est les yeux. C'est-à-dire, c'est le reflet dans les yeux, c'est-à-dire la manifestation d'un moi matériel. Et d'un autre côté, c'est vraiment l'opposé. C'est un esprit qui se fait chair et c'est une incarnation qui est éprouvée dans le corps. Et la question est d'autant plus sérieuse que précisément le mot, tu hésites à prononcer le mot d'image vivante, mais parce que prononcer le mot d'image vivante, ça veut dire tout d'un coup se déplacer dans un tout autre monde qui est celui de l'iconoclasme, c'est-à-dire celui de la seule image vivante du Christ opposée aux images mortes des catholiques. Donc, du point de vue d'une image catholique de la fin du XVIe siècle, tout l'enjeu est effectivement d'être dans une peinture vive, c'est-à-dire d'être vif, mais dans une peinture, c'est-à-dire ne pas être dans la réfutation de la peinture au nom de la vivacité des figures divines telles qu'elles ne doivent pas justement se laisser coucher sur une toile. Donc ce vocable d'image vivante est un vocable presque interdit. Et au fond, toute la question du vif dans la peinture doit contourner ce vocable pour pourtant faire vivre ces peintures. On est là dans le cœur du cœur de la peinture moderne. Alors, l'un des auteurs que j'ai cité, Bosclo, une comparaison entre ces deux tableaux, il dit des choses très rapidement, que celui de Passarotti est mystique, une relation statique, presque fanatique avec le Christ. Il fait remarquer qu'il n'y a pas de paysage, que c'est nocturne et qu'il y a une sorte de minimalisme aussi. Il n'y a pas d'objet, il y a le crâne qui d'ailleurs ici est très différent, assez effrayant, qui donc concerne aussi le rappel adressé au spectateur, une sorte de memento mori. Il dit que le Saint François de Annibale, c'est le jour, il y a un paysage derrière, qui d'ailleurs pourrait essayer de connecter à un moment de la vie de François, l'épisode de la Verve, qui est aussi un nocturne malgré tout. Donc, je ne sais pas, je ne pense pas que ce soit très utile d'aller dans cette direction. En tout cas, elle dit que le tableau de Annibale est plus empathique
et ça je le comprends, plus terrestre, et dans un sens je le comprends, dans les sens que j'ai dit, c'est-à-dire d'un corps sensible, mais il termine par dire ces deux formes de dévotion très différentes. Et donc je voulais te demander s'il est possible d'associer ces deux figures-là, deux formes antagonistes, d'une certaine manière, dévotionnelles de cette époque. Elles sont très antagonistes en tout cas parce que dans le Karache, les stigmates coulent encore, le Christ relève déjà la tête, enfin, c'est-à-dire que c'est une peinture dans laquelle tout s'inscrit de quelque chose comme l'inscription du vif, effectivement, très fortement, alors que le tableau de Passarotti, au contraire, les stigmates, la plaie des stigmates est obturée. Alors, il faudrait réfléchir longtemps en réalité, peut-être pour s'extraire de du piège de ce couple ou de ce couple d'opposés entre ce qui serait du côté d'un ascétisme ou du côté d'un mysticisme, qui sont des pôles trompeurs parce que jamais véritablement opposés les uns aux autres dans la réalité des discours et des pratiques spirituelles de ce dernier XVIe siècle. Moi, j'aurais plutôt tendance à les faire voir comme étant deux figures opposées d'une même situation, c'est-à-dire tout à la fois d'une situation d'ouverture au Christ, dans ce qui serait alors du côté de ce qu'on pourrait appeler une voie mystique, et de l'autre côté quelque chose qui serait de l'ordre d'une méditation fermée, en quelque sorte repliée en elle-même, hein, par rapport à ce Christ mort pour nos péchés, comme on le sait. Donc je pense qu'on est plutôt dans un couple spirituel, mais un couple spirituel dont l'expression est une sorte de très très puissante opposition visuelle. Et c'est ce qui est intéressant d'ailleurs. Ouais. Je pense comme toi qu'on n'est pas vraiment obligé de rattacher l'un aux jésuites et l'autre aux oratoriens. Je ne sais pas, c'est ce genre d'association. Non, on est sûr de se tromper si on fait ça. Donc, on me fait signe qu'il nous reste 10 minutes, c'est ça? Est-ce qu'il y a des questions ou est-ce qu'on continue par la conclusion? Donc, je vais juste, pour commencer à conclure, faire un peu dessiner un peu les lignes de la recherche en cours et dans quelle direction je vais essayer de poursuivre. Donc, nous avons vu avec ce mangeur d'abricots une peinture qui parle d'elle-même, mais qui en même temps qui parle de sa propre monstration, de sa matérialité, qui se manifeste dans sa nouveauté aussi, dans la manière dont elle est peinte, qui est une atteinte de reconnaissance. Et nous avons vu qu'il y a une dimension eucharistique par le fragment du pain et du vin sur la table et sa relation avec la surprise. Donc à partir de là, je me suis dit, je vais aller dans deux directions. Une direction, c'est le plus eucharistique des tableaux d'Annibale Carracci, qui soit comparable à celui-ci, c'est-à-dire le Saint François, où la question de l'incorporation eucharistique est centrale, et puis vers les plus métapicturales. Alors, je n'ai pas bien évidemment le temps de le présenter, mais c'est l'autoportrait. Là, on est certain qu'on est dans un domaine où la peinture parle d'elle-même, et on retrouve quelque chose d'eucharistique, quelque chose d'une assimilation de l'aliment à la couleur, et de cet aliment à l'Eucharistie elle-même. Avec, vous voyez, la toile, la tranche de la toile qu'on voit sur le bord, et puis disons ce qui permet une forme de conclusion ou
ou de synthèse de cette réflexion, ce sont ces deux boucheries où la question du vif, du vivant se pose d'une manière très paradoxale, parce que ce qui est vivant, paradoxalement, c'est la chair, c'est les carcasses exposées par ces bouchers. Pourquoi elles sont vivantes? Parce qu'aucun boucher dira qu'il vend de la chair morte ou de la viande morte, il dira qu'elle est fraîche. Et donc, elle est fraîche, donc elle est morte et pourtant vivante. C'est un peu comme la peinture. Elle est morte, c'est-à-dire c'est une substance inerte et pourtant vivante. Et donc, ce qui est intéressant et qui nous ramène aussi à des réflexions actuelles, parce que tous ces objets nous parlent, sinon ce ne serait pas la peine de discuter, c'est autour d'une autre forme de partage entre l'humain et l'animal qui ici se fait sous une forme très, très particulière, hein, à travers par exemple, le choix des couleurs des habits de boucher, blanc et rouge, blanc et verdâtre, grisâtre, une idée d'une co-substantialité de l'humain et de l'animal, d'un partage d'un substrat biologique, hein, qui est au cœur de, je ne sais pas si j'ai apporté ça c'est les schémas dont je ne veux pas montrer, voilà, qui est au cœur de cette idée qu'avait le peintre anglais Francis Bacon quand il rentrait dans une boucherie, il pensait à la crucifixion. Donc il disait, quand je rentre dans une boucherie, je me demande pourquoi c'est pas moi qui suis pendu. Et en répondant à une question d'un intervieweur, il disait je ne peux pas m'empêcher. Et il a fait toute cette série de crucifixions et il fait apparaître ces substrats animaux, mi-humain, mi-animal, qui intéressaient tellement Gilles Deleuze dans son livre Logique de la sensation, cette zone d'indiscernabilité de l'humain et de l'animal. Voilà comment un tableau ancien, à travers une sorte de variation ou de reprise par l'art d'aujourd'hui, nous donne à penser des questions philosophiques tout à fait actuelles. Il me semble que c'était une bonne conclusion. Donc, je n'y ajoute pas un mot. Et je te remercie. Alors, il nous reste peut-être à présenter la séance prochaine. Hein. Cela fait partie de nos attributions. Donc, la séance prochaine, ce sera une séance qui réunira deux de nos collègues, Nilufer Golay, Démocratie de l'espace public, Assemblée et créativité, avec comme discutant, donc enfin dans mon rôle d'aujourd'hui, Richard Rechsman. Et la séance, à la différence de celle d'aujourd'hui, sera en anglais. Voilà pour ce qui est du 1er avril. Voilà, eh bien. Au revoir à tout le monde. Merci à tous. À ceux qui nous ont écoutés. Un grand merci à Pierre-Antoine Fabre pour son amical échange. Et merci à toi de ta confiance, mon cher Giovanni. Et si vous avez des questions qui vous tourmentent vraiment la nuit prochaine, écrivez-nous sur nos mails. On répondra. Voilà. Au revoir. Au revoir.